Et je voudrais vous saluer toutes et tous, et avec la délégation, les parlementaires, ministres qui m'accompagnent, ambassadeurs, toutes celles et ceux qui sont à mon côté, les artistes qui sont là aussi. Je voulais vous dire combien je suis heureux d'être parmi vous. C'était 1976 la dernière fois, certains s'en souviennent. Ça fait longtemps. Et pourtant, quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai eu comme le sentiment d'être à la maison. Vraiment. Dans une maison différente et au fond, au milieu de ce que je qualifierais comme une familière étrangeté. Et c'est ça, le parcours que nous avons depuis tout à l'heure et l'expérience parmi vous. C'est familier parce que notre langue est là, notre histoire est là, parce qu'il y a ce lien absolument, au fond, insécable, quels que soient les traités, parce que, au fond, la France, ça n'est que 50 ans, si je puis dire, d'histoire ici, vraiment. Mais quelque chose d'inséparable s'est tramé. Et puis l'étrangeté, parce que nous avons été accueillis, comme d'ailleurs un trait d'union formidable entre ce que Paris est en train d'organiser, le musée Chirac-Quai-Branly fait une superbe exposition sur les Black Indians, un banc de Black Indians à l'arrivée à l'aéroport. Et cette familière étrangeté, c'est au fond ce que je ressens depuis que je suis là. Et je crois que ça ressemble beaucoup à ce qu'est la France en vrai. Parce que beaucoup de gens voudraient croire que nous sommes quelque chose d'immuable, de toujours écrit. Nous sommes un grand récit qui continue d'aller. Et la Louisiane n'a pas simplement fait partie de ce récit, grâce à des aventuriers, des pionniers géniaux qui ont réussi à convaincre Louis XIV, puis on est sorti parce que d'autres ont décidé qu'il fallait financer des guerres plus européennes et donc céder ce territoire. Mais parce que, ici, des femmes et des hommes aussi ont considéré que choisir une langue, c'était continuer d'être fidèle à des valeurs, à un combat, à leur histoire, à une identité. Et parce que des créoles blancs, des afro-descendants qui aimaient tant le français, parce qu'aussi des Acadiens descendants dans une période si troublée et décidant de venir ici, ont en quelque sorte, par une forme de malice de l'histoire, réussi à créer quelque chose d'unique, littéralement, dans ce livre. Alors si je suis devant vous, au-delà de vous dire l'immense plaisir qui est le mien d'être là, c'est d'abord et avant tout pour vous dire qu'on va continuer de défendre cette langue, qui a été ici défendue, choisie, et dans cette terre où le Conseil pour le développement du français en Louisiane a été créé dès 1968, je le cite en rappelant la juste formule, parce que c'est la seule agence américaine dédiée au maintien de la langue française qui a constitué alors un vrai tournant. Ça s'est fait ici. Beaucoup de choses ont été faites, l'éducation du français, nous le savons, s'impose, et beaucoup d'initiatives ont été prises sur le continent, mais en particulier ici. Mais au-delà de ce qui a déjà été fait, ce qui est fait depuis tant d'années en Louisiane, et qui en quelque sorte irrigue les efforts faits pour le français partout à travers, pas simplement les États-Unis d'Amérique, mais tout le continent, nous avons décidé d'aller plus loin. Convaincus en effet que l'enseignement du français, c'est d'abord notre école et nos écoles, et que, au fond, pour beaucoup, l'expérience d'une deuxième ou troisième langue est absolument indispensable. Alors, il y avait une première étape qui avait été lancée en 2017, avec, à New York, l'initiative que j'avais annoncée. Alors, nous avons, je dois dire, un chic, autant de français, c'est qu'on prend beaucoup d'initiatives pour la langue française et la francophonie, mais généralement on les prend en anglais. Ne me demandez pas pourquoi. Mais donc, en 2017, on a fait une grande initiative pour le français, le French Dual Language Fund. Bien nommé.
pour développer les filières bilingues francophones dans les écoles publiques américaines. Alors 5 ans plus tard, grâce au soutien des mécènes qui ont investi près de 1,5 million de dollars dans la formation des enseignants, la création de ressources pédagogiques, l'embauche d'assistants de langue, les résultats sont là, et on a près de 35 000 élèves grâce à cette initiative dans 29 écoles. C'est une formidable réussite. Mais on souhaite maintenant l'élargir, et donc ce que je veux ici confirmer, détailler, puis en remerciant aussi celles et ceux qui l'ont rendu possible, c'est élargir et développer le français de la maternelle à l'enseignement supérieur, en rendant surtout cet enseignement plus accessible à tous. Et en quelque sorte, en se battant un peu pour que le français ne soit pas simplement une langue qui est parfois vue comme un peu élitiste. Même s'il faut garder cela, et je le dis sous contrôle le vôtre, mais aussi de grands talents américains qui nous font l'honneur de partager leur vie entre les États-Unis et la France. C'est le sens donc de cette initiative, deuxième, French for All, que j'ai le plaisir de, c'est du bas breton, ceux qui ne me connaîtraient pas, que j'ai donc le plaisir de lancer aujourd'hui grâce au généreux soutien des mécènes, et je veux les citer: Chanel, Jane and Alfred Ross Foundation, la Fondation Janine Manuel, la Société Générale, Hubert Joly et la Joly Family Foundation, la John and Cynthia Reid Foundation. Je n'oublie personne, monsieur l'ambassadeur. D'autres vont venir. L'ambassadeur a raison. Il fait, si vous ne l'aviez pas compris, un appel plus large aux dons et à la mobilisation. Et je dois dire que, sous l'autorité de notre ministre, l'ambassadeur a fait un travail remarquable pour pouvoir lancer cette initiative. Et ce que nous voulons véritablement faire, et ce qui s'inscrit d'ailleurs en fidélité avec beaucoup de programmes qui ont été lancés ici et qui ont irrigué toute la région, c'est soutenir l'enseignement du français et des cultures francophones et de permettre en effet à des familles, des enfants qui viennent parfois du monde entier, qui peuvent venir d'Afrique, des Caraïbes, et que les hasards de la vie ont amené sur cette terre et sur l'ensemble des États-Unis d'Amérique, qui sont allés même au-delà, bien de pouvoir avoir un enseignement aussi en français. Et donc de le sortir en quelque sorte un peu des chemins d'habitude tracés qui sont les nôtres, et de permettre aussi d'en faire une langue d'opportunités culturelles, économiques, d'émancipation pour des jeunes du monde entier qui viennent parfois de zones francophones et qui se retrouvent ici, sur le sol américain, et qui en quelque sorte nous considérons aussi le droit, la possibilité d'avoir accès à notre langue et de recevoir ces enseignements. Alors en plus de tout ça, nous allons multiplier les initiatives aussi et avec les universités, ajouter des bourses de stage et des bourses pour des étudiants, et en particulier les étudiants les plus défavorisés. Donc cette initiative soutiendra l'enseignement du français et des cultures francophones à l'université, sur ces campus qui sont un foyer d'échange intellectuel entre nos deux pays. Et à ces universités, nous offrirons, via le French in Higher Education Programme, des ressources pour proposer des curricula conformes donc aux meilleures pratiques qui sont relevées dans le pays, avec 100 bourses de stage en France pour les étudiants les plus défavorisés, pour qu'ils puissent tirer profit des opportunités professionnelles qu'offre la maîtrise de la langue française. Enfin, parce qu'il n'y a pas d'enseignement de français qui puisse fonctionner sans professeur de français, et je vous dis ça avec un conflit d'intérêts assumé. Je veux aussi avoir une politique ambitieuse pour l'avenir de cette profession, et donc avec, accrochez-vous, le New Pathways to Teaching French, nous contribuerons à former une nouvelle génération d'enseignants, favoriser des doubles diplômes franco-américains en éducation et octroyer 200 bourses de formation aux assistants de langue américaine en France. Et donc, voilà ce que je voulais devant vous détailler aujourd'hui. C'est ce nouveau programme qu'on va lancer, qui est une initiative très forte et qui va nous permettre, en quelque sorte, de continuer le combat. Parce qu'ici, c'est vraiment un combat qui s'est mené. Et en annonçant ce programme ici, je voudrais finir par deux mots. Un mot sur la francophonie, un mot sur vous. Et en
parlant de vous, de parler de l'idée que je me fais de la langue française. Ce programme s'inscrit dans tout ce que nous voulons continuer de relancer et de renforcer pour notre francophonie. Parce que je suis convaincu que le français est une langue d'avenir, parce que nous allons avoir, par la démographie de nombre de pays francophones, en particulier sur le continent africain, une croissance démographique extraordinaire dans les années qui viennent. Et parce que je suis convaincu aussi que la francophonie, et vous l'avez formidablement démontré ici, ça n'appartient pas à la France. Je rappelle souvent d'ailleurs que la francophonie est une organisation internationale qui a été inventée par des présidents africains et asiatiques, mais pas par un président français. Et donc, c'est, je dirais par essence, un projet politique de non-aligné, un projet politique décentré, décalé, mais avec une chose en partage, notre langue. Et la vitalité de cette langue, elle réside dans l'esprit de résistance des femmes et des hommes qui la font vivre, comme vous l'avez fait ici. Et elle réside dans l'inventivité de celles et ceux qui décident de créer dans cette langue. Il y a eu, il y a plusieurs années maintenant, un formidable prix Goncourt sur Vautrin qui a écrit sur le Cadien et qui a formidablement célébré ce territoire. Mais les Acadiens, les Cadiens ont inventé des mots qui irriguent encore notre langue, ont montré leur vitalité, de la même manière qu'aujourd'hui, dans le bassin du fleuve Congo, d'autres inventent des mots qui vont rentrer dans notre dictionnaire et qui nous permettent de penser à la limite de ce qui est une langue académique. Et ce faisant, la francophonie fait vivre ce qui est l'essence du français. Nous avons une académie française que nous chérissons. Mais c'était un projet dès le début de maîtrise en quelque sorte. C'était pour mettre tout ça dans un cadre, c'était l'esprit classique. Mais l'histoire du français a été une bataille permanente entre des patois, des langues vernaculaires et une langue académique. Cette bataille n'a jamais été réglée. Et à la fin, Rabelais a gagné. Oh. Et ce qu'a porté Rabelais, c'est justement ce langage qui invente des mots, qui va chercher dans tous les territoires de la France hexagonale à l'époque, des inventions, des mots pour qualifier quelque chose qu'une langue trop académique ou qui ne vit que sur un fleuve et que sur une rive pourrait inventer. La francophonie permet ça. Et il faut continuer d'inventer des mots dans notre langue. Et ces mots sont ceux d'écrivains, de slameurs, de rappeurs, d'artistes. Mais cette langue est vivante et elle va continuer de changer, de se transformer. Et c'est pour ça que je crois dans l'avenir de notre francophonie et que nous allons continuer un peu partout de pousser ces programmes pour l'expansion du français, mais avec, si j'ose dire, un visage nouveau, celui justement d'une langue ouverte qui accepte et qui veut les innovations, qui va vivre de celles-ci. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons décidé, et les membres l'ont accepté, d'accueillir le prochain sommet international de la francophonie en 2024, en France. Formidable nouvelle. Et nous allons le faire à Villers-Cotterêts. Et à Villers-Cotterêts, président du groupe d'amitié et de l'Aisne, et à porter ce projet avec force, nous avons, je remercie encore infiniment Yamen et Mme Senghor pour son engagement à ses côtés, fait un travail formidable que vous avez porté sur ce sujet ces dernières années, c'est qu'on a rénové le château de Villers-Cotterêts. Alors ça dit peut-être pas grand-chose à certains, mais ça dit toute notre langue. C'est le château où François Ier a pris un édit qui a fait de la langue française la langue de l'administration. Geste politique pour unifier la France, la langue avec l'État, et ce qui a unifié la nation en France. Ça a été un instrument de pouvoir. Ce château était tombé en ruine. Et cette ville, Villers-Cotterêts, quelques siècles plus tard, a été la ville où un général mulâtre, esclave émancipé, qui avait formidablement réussi dans les campagnes de Napoléon, est venu s'installer. Il s'appelait Dumas. Et il a eu un enfant, Alexandre Dumas, qui a fait vivre cette langue et qui est né à Villers-Cotterêts. Et
qui ensuite a fait un chemin initiatique pour partir à pied, raconte la légende, à Paris quand il a décidé d'écrire. Et il a fait rayonner notre langue partout dans le monde. Il était fils d'esclaves, élargi, émancipé. Et donc Villers-Cotterêts est en quelque sorte un précipité de cette histoire. Mais surtout, nous avons créé là la Cité internationale de la langue française. Et c'est un lieu d'éducation, d'invention, un lieu qui va reproduire l'Odyssée de la langue française. On parlera d'ici, du Caraïbes, du Pacifique, de l'Asie, car notre langue est de tous les continents et le soleil ne se couche jamais sur le français. Et ce sera aussi un lieu où on accueillera des résidences d'artistes comme des élèves à Villers-Cotterêts. Et la Louisiane s'y trouvera. Et donc, je voulais ici aussi vous confirmer cet engagement et vous dire que voilà, depuis la Nouvelle-Orléans, Villers-Cotterêts est un trait d'union et que nous aurons l'occasion d'accueillir ce sommet international de la francophonie en 2024 et vous en serez toutes et tous, parce que nous aurons rendu notre langue plus forte. Et enfin, je conclurai par vous dire en quoi, à mes yeux, la Louisiane et votre ville a quelque chose d'unique et au fond une forme de trésor pour ce qu'est à la fois la France et la langue française. Parce qu'ici, vous avez décidé une fois pour toutes que la catastrophe serait féconde. Sur cette terre, il y a eu la traite, l'esclavage, et nous y avons notre part de responsabilité. Puis il y a eu la séparation, avec des arrêts fameux de la Cour suprême qui ont été déclenchés ici par des gestes forts, indispensables, militants. Mais votre terre, quand on regarde son histoire, ce lieu et les femmes et les hommes qui la composent, ont en fait toujours décidé de ne jamais céder à ce qui sépare. Et je trouve que ce qui est extraordinairement impressionnant en Louisiane et à la Nouvelle-Orléans, c'est qu'au cœur de la catastrophe, à chaque fois, il a été décidé de créer et d'inventer des métissages. Les Black Indians, Emmanuel vous présentait en ce moment formidablement à Paris, qu'on a vu tout à l'heure, sont ce métissage assez unique, je crois pouvoir le dire, entre des créoles, des amérindiens, des africains, parce qu'à un moment donné, les cultures se sont croisées ou inventées. Et des Black Indians, évidemment au jazz, à la capacité à accueillir les Acadiens, à développer une langue nouvelle, a décidé que le français, qui avait pu être une langue de traite, deviendrait une langue d'espoir et d'émancipation, où, je le rappelle, dans vos journaux, dans l'Union, les premiers textes pour les droits civiques ont été publiés, ou les premiers textes que même certains en France n'avaient pas lus, de Victor Hugo, expliquant ce qu'étaient les droits civiques, étaient ici publiés dans les années 1800. Vous avez choisi l'avenir et le vrai visage de la France, et le vrai visage du français, qui est celui d'une nation ouverte, et qui, sur chaque morsure de l'histoire, décide de créer, d'inventer, de faire, et de ne pas céder. Et donc il y a, à mes yeux, quelque chose d'admirable, d'un résumé, au fond, que je crois nous espérons tous dans des temps de division, ou de risque de division. Et quand je regarde l'histoire singulière de la Nouvelle-Orléans, qui appartient à la fois à l'histoire des États-Unis, à l'histoire de la France, et aussi à l'histoire de l'Afrique, ça n'est pas une histoire de blanc, de noir, c'est une histoire de femmes et d'hommes, de toutes origines, de toutes couleurs, qui ne parlaient pas la même langue, qui ne pratiquaient pas la même religion, et qui se sont retrouvés au fond pour les seules bonnes raisons. Embrasser un avenir possible et décider de créer ensemble quelque chose de beau et de fort. Et donc merci pour cela, parce que c'est un exemple d'un chemin possible à suivre, d'un chemin espéré, en tout cas de celui auquel je crois.
Vive la France et vive la Louisiane, et laissez le bon temps en paix.